Festival du livre au Grand Palais, qui s'est ouvert, mais dans un climat de crise, dans l'une des plus grandes maisons d'édition en France, la Maison Grasset. Cette crise qui secoue la maison d'édition et d'autres filiales remet en lumière l'étendue de l'empire de Vincent Bolloré. On va se connecter tout de suite avec le Salon du Livre de Paris. On retrouve Christelle Méral. Christelle, merci d'être avec nous. Alors, il y a la question de timing. À l'instant, nous étions avec le président de la République à l'Élysée. Ce matin, il était au Salon du Livre et il s'est exprimé sur cette crise qui secoue cette maison d'édition. Qu'a-t-il dit, le président ? Oui, tout à fait. Nous avons interrogé le chef de l'État sur ces 170 écrivains qui ont donc quitté Grasset pour dénoncer le départ forcé d'Olivier Nora, PDG de cette prestigieuse maison d'édition. Alors Emmanuel Macron, il n'a pas répondu directement à la polémique, mais il a défendu quelques grands principes. La liberté éditoriale, c'est important, a-t-il déclaré. Le pluralisme éditorial, c'est important. Je vous propose de l'écouter. Je pense que le pluralisme éditorial est important et je pense que les grandes maisons d'édition, on est avec M. Gallimard là, Grasset aussi est une très grande maison, c'est des maisons qui sont à respecter parce que c'est ce qu'on appelle un catalogue. Mais ça veut dire un catalogue, c'est une histoire littéraire. Et après, c'est la liberté de ces auteurs, en effet. Et ceci montre qu'en France, on reste attaché à tout ce qui fait notre force d'ailleurs, la liberté des auteurs, leur qualité, le rôle de l'éditeur. L'éditeur, ce n'est pas simplement celui qui imprime des livres. C'est, paraît-il, une industrie, comme disait Malraux, mais c'est beaucoup plus. Pensez pour tous ces auteurs et pour M. Nora. Emmanuel Macron qui rappelle donc quelques grands principes au moment où 170 écrivains mettent en cause Vincent Bolloré, le milliardaire conservateur qui contrôle le groupe d'édition. Il critique, je cite, une guerre idéologique qui vise à imposer l'autoritarisme partout dans la culture et les médias. La polémique a pris de l'ampleur hier. Des responsables politiques, surtout de gauche, ont eux dénoncé des purges dans l'édition. Merci beaucoup Christelle Méral avec les images de Clément Hospital en direct du Salon du Livre de Paris. À mes côtés toujours avec Ariane Ferrand, journaliste, contributrice au service débat et idées du monde, et Caroline Motte, notre éditorialiste politique France Info TV. Qu'est-ce que cette séquence que nous vivons aujourd'hui, à la fois avec cette crise chez Grasset, qui aurait pu rester une crise isolée, mais avec la réaction du chef de l'État en direct du Salon du Livre, qui s'exprime sur ces mots, le pluralisme éditorial, il faut le respecter. C'est ce que dit le chef de l'État. On est dans un combat idéologique aujourd'hui ? Alors, on est dans un combat idéologique puisqu'on arrive peu à peu vers la présidentielle de 2027. Il faut savoir qu'Emmanuel Macron, il vient tous les ans au Festival du Livre. Il n'est pas venu parce qu'il y avait une polémique, il vient tous les ans. Et une réaction était attendue de sa part. Vous avez bien entendu la fin du sonore. Pensez à ces écrivains et soutien à M. Nora. C'est pas rien de dire ça pour un président de la République, c'est pas rien du tout. On va peut-être rappeler, Caroline, qui est M. Nora pour les gens qui nous regardent. Oui, pardon, M. Nora, le PDG de Grasset, qui a donc été limogé par Vincent Bolloré. On reviendra peut-être sur les raisons du limogeage plus tard, mais voilà, donc on voit un président qui s'implique quand même et qui apporte son soutien à tout le monde de l'édition qui aujourd'hui est totalement bouleversé par cette crise. Ce qui s'est passé, c'est quand même, c'est pas rien du tout. 170 auteurs qui quittent la maison Grasset, c'est beaucoup. Et on voit que là, voilà, le chef de l'État a eu un mot. Alors c'est un soutien en filigrane, il n'est pas en frontal face à Vincent Bolloré. Il ne rentre pas dans ce jeu-là parce qu'il est président de la République, il garde son rôle, il reste dans son rôle. Mais voilà, il rappelle des grands principes, comme l'a dit Christelle Méral, donc le principe de la liberté des éditeurs, la liberté des auteurs et la non-prise de part à cette bataille idéologique. Ariane Ferrand, sur cette bataille idéologique qui se joue en sous-marin, même si le chef de l'État n'utilise pas ces mots, vous l'avez dit très justement Caroline Motte, il soutient ouvertement le patron de Grasset qui a été limogé et les 170 auteurs qui ont décidé de quitter cette maison d'édition. Oui, de manière latente, parce que ce qui se joue là, et je pense que tout le monde en a conscience, c'est une forme de guerre culturelle, c'est une étape de plus dans une forme de guerre culturelle. Et effectivement, ce qui s'est passé, ça n'est pas rien. Et c'est un peu le combat de David contre Goliath, c'est-à-dire que face finalement, je dirais pas le mur de l'argent, mais en tout cas face à une puissance qui, avec son argent, mène un combat complètement de manière assumée réactionnaire, on a finalement des auteurs qui n'avaient pas beaucoup de possibilités et qui, uniquement parce qu'ils ont fait bloc, eh bien finalement mettent un pavé dans
la mare et font du bruit. Mais malgré tout, ça reste, pour l'instant, la plupart des entreprises culturelles qu'a mené Vincent Bolloré, elles se sont plutôt bien terminées pour lui. Quand on pense à iTélé, ça avait fait du bruit aussi. Pendant un mois, il y avait eu des grèves. L'ancêtre de CNews. L'ancêtre de CNews. Pendant un mois, il y avait eu des grèves. Je crois que c'était en 2016, quand il a repris la main. Il y a un mois de grève, les 3/4 des journalistes qui s'en vont, etc. Quelques années plus tard, finalement, CNews se porte plutôt bien. On a finalement Bolloré qui a également mis la main sur Canal+. Quelques années plus tard, Canal+ existe toujours, est toujours le premier financeur du cinéma français. Il a mis la main sur le JDD en 2023. Pour l'instant, le JDD existe encore, etc. Donc finalement, peut-être que la plupart des auteurs partiront. Et qu'est-ce qui pourra se passer ? Soit il y aura un renouvellement des auteurs avec un changement de ligne éditoriale, soit même Grasset finira par plus ou moins disparaître. Mais je pense qu'il s'en fiche parce que ce qu'il veut faire dans le fond, c'est s'en prendre aux écrivains qui n'ont pas la même vision du monde que lui et qu'il juge parisianiste et tout ce qu'on veut, et dans une optique qui est aussi une optique à 1 an avant les présidentielles. Si on prend le schéma que nous sommes en train de vivre dans le sens inverse, lorsque le chef de l'État parle de pluralisme, ici notamment éditorial, est-ce que Vincent Bolloré peut lui répondre, vous voyez, moi, en télé, en radio, en presse écrite, dans une maison d'édition, ça fait aussi partie du pluralisme. Ce sont mes idées et je les mets sur la table. Est-ce que ça, c'est une possibilité ? Est-ce que c'est entendable aujourd'hui ? Mais à partir du moment où il limoge quelqu'un qui n'a pas la même conception de qu'est-ce qu'on édite ou qu'est-ce qu'on n'édite pas, la forme de pluralisme n'existe plus tellement. C'est-à-dire qu'on voit bien que Vincent Bolloré a mis à son service tout un empire médiatique pour mettre en place un projet politique. Donc voilà, ce qu'il faut peut-être rappeler aussi, c'est les relations qui sont quand même assez tendues entre Vincent Bolloré et Emmanuel Macron. Alors, je ne sais pas si vous vous le souvenez. permettez, parce que j'ai une question pour vous à ce sujet. Moi, je me souviens en tout cas des municipales et notamment à Paris, parce que ça a été l'une des révélations de nos confrères de Mediapart. Mais peut-être que vous viendrez alimenter cette réflexion, Caroline Motte. Ce qui se passe, en tout cas ce que disent nos confrères de Mediapart pendant les municipales à Paris, c'est qu'Emmanuel Macron appelle Vincent Bolloré pour parler du cas Sarah Knafo. Sarah Knafo est l'une des candidates. Elle fait vraisemblablement de l'ombre à Rachida Dati, candidate plutôt LR macroniste. Alors, Emmanuel Macron passe un coup de fil à Vincent Bolloré et lui demande de convaincre Sarah Knafo pour se retirer de la course au municipal. Alors moi, je n'ai pas d'informations précises sur ça. J'ai lu évidemment tous ces articles qui racontent ce récit. Il me semble que l'Élysée avait démenti toute intervention. Mais Mediapart n'est pas revenu sur les révélations qu'ils ont sur les faites. ficelles derrière, on ne sait pas. Moi, j'ai aussi peut-être des informations sur est-ce que ça ne serait pas Nicolas Sarkozy qui tirerait les ficelles aussi. Voilà, il y a beaucoup de récits médiatiques qui se sont faits. Emmanuel Grégoire s'était pris une volée de bois vert quand il avait expliqué, il avait relayé ce qu'avait dit Mediapart, mais Emmanuel Macron lui avait répondu directement pour contester. Moi, je voulais juste revenir, je ne sais pas si vous vous souvenez, en fin d'année 2025, il y a eu des tensions visible entre Emmanuel Macron et Vincent Bolloré au moment où il y a eu cette espèce de certification d'un label pour les médias pour la fiabilité des informations. En fait, le milliardaire, il a eu des attaques assez claires sur Emmanuel Macron et il a été accusé en fait de vouloir museler la presse, c'est-à-dire est-ce que Emmanuel Macron pourrait décerner des labels ? Il n'a jamais été question de ça. Il a été question depuis 2018 de mettre en place des labels techniques qui ne seraient absolument pas décernés par l'État, mais Vincent Bolloré et son empire s'étaient engouffrés dans cette brèche en disant ça y est, Emmanuel Macron veut un ministère de la vérité, on ne peut plus rien dire, où est le pluralisme ? Il s'était vraiment engouffré dans cette brèche sur la liberté d'expression. Et donc, il y avait eu quand même tout un débat qui était visible et dans la presse et sur les réseaux sociaux. Et on voit qu'à mesure en fait, que l'élection présidentielle va arriver en 2027, là, aujourd'hui, il faut savoir que les relations entre l'Élysée et Vincent Bolloré sont au point mort. Ce n'était pas le cas il y a quelques mois, il y a quelques années. Donc on voit quand même qu'il y a une tension et donc il y a en effet les bases d'une bataille idéologique qui se mettent en place aujourd'hui. Est-ce que ce que vous nous dites à demi-mot, Caroline Motte, c'est que la présidentielle se joue aussi médiatiquement ? Bien évidemment. Elle se joue médiatiquement, mais elle se joue aussi tout à fait du côté des patrons, que ce soit Bernard Arnault, on a vu la une de Paris Match. Avec les rapprochements avec le Rassemblement national. Exactement, donc le déjeuner avec le MEDEF, Bardella va au MEDEF lundi, Marine Le Pen a dîné avec des patrons, dont Bernard Arnault la semaine dernière, donc c'est vrai que tout ça concorde évidemment, les patrons décident, c'est aussi le nerf de la guerre, et que voteront les patrons, c'est toute la question aujourd'hui. Ariane Ferrand.
Oui, alors c'est juste pour rebondir sur ce que vous disiez sur les patrons. Alors, c'est vrai que Patrick Martin, à la tête du MEDET, a réagi cette semaine en expliquant que non, il ne faisait pas tout pour que le Rassemblement national arrive au pouvoir, mais qu'il parlait au Rassemblement national comme il parlait à l'ensemble des interlocuteurs politiques. Mais en même temps, ces dernières semaines et même cette semaine, la prise de parole n'est pas très très claire, au sens où dans cette même prise de parole, il explique que, en gros, la plupart des patrons détestent la France insoumise. Enfin, on sent que tous les partis ne sont pas traités sur un pied d'égalité et que malgré tout, le Rassemblement national se normalise en partie. Mais il y a un élément important aussi à prendre en compte, c'est que si c'est bien Jordan Bardella qui se présente et non pas Marine Le Pen, on est sur une ligne beaucoup plus libérale, on est sur une ligne qui allait beaucoup plus flirter, déjeuner, etc. avec le patronat, et c'est lui qui incarnerait potentiellement la candidature du Rassemblement national à la présidentielle. Donc pas du tout la ligne de Marine Le Pen, beaucoup plus sur la France des oubliés, sociale, etc. Et ça, c'est aussi un élément important à prendre en compte. Il y a clairement deux lignes. Ouais. Est-ce que vous êtes surprise de ce qui se passe aujourd'hui politiquement? Est-ce que ça n'était pas prévisible? Vous n'êtes pas très surprise? Moi, je ne suis pas surprise. La question, c'est est-ce que les patrons sont convaincus? Et ça, j'en suis pas certaine. C'est pas ce que disent en tout cas tous les patrons. Voilà. Ariane Ferrand. Non, effectivement, c'est pas en tout cas, il y a une grosse ambiguïté et de toute évidence, ils ne font pas campagne pour Jordan Bardella. En revanche, il y a des contacts plus importants qui ont lieu aujourd'hui avec le milieu du patronat. Une affaire à suivre. Donc merci mesdames de m'avoir accompagnée sur cette question de cette crise autour de Grasset et des déclarations aujourd'hui en direct du Salon du Livre du président de la République. On continue justement de parler littérature. Vous venez de nous rejoindre, Marianne Théolaire. On est ravis que vous soyez à nos côtés. C'est notre rendez-vous du vendredi, l'actu sur les réseaux. Vous présentez d'ailleurs, c'est quoi l'info Sur les réseaux, on réalise des vidéos tous les jours et on est présent sur toutes les plateformes. Bon, les ados lisent de moins en moins. Plus de lecture? Non. Plus d'écran? Oui. C'est en fait le constat qu'on en fait. Justement, Emmanuel Macron est venu avec quelques idées pour nos ados. Il a fait des annonces hier à la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts. C'est dans le département de l'Aisne, au nord de Paris. Il a rencontré des élèves, il a parlé lecture avec eux et ça a donné une séquence assez drôle que vous avez peut-être aperçue hier quand une élève lui demande s'il lit en français ou en anglais. Je les lis plus en français. Je suis capable de les lire en anglais. Oui, il s'est fait chambrer, le président de la République, hier, clairement. Il a souri, il était de bonne humeur. Oui, mais c'est pour la bonne cause qu'il se fait chambrer, parce qu'Emmanuel Macron veut promouvoir la lecture plutôt que les écrans. Il a même annoncé 2 mesures. La première, il veut mettre en place 1 jour par mois sans connexion. L'occasion, dit-il, de faire du théâtre, de dessiner, de lire, de faire des ateliers à plusieurs, en groupe. Alors, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui a fait le service après-vente hier après-midi. Édouard Geffray a précisé que ce serait mis en place à la rentrée de septembre. D'ici là, il va organiser des consultations pour savoir si ça se fait au collège, au lycée ou les deux. Bon, concrètement, ça ne devrait pas changer grand-chose parce que le portable au collège, déjà, il est interdit. Ça pourrait se faire au lycée à la rentrée prochaine. Donc, ce jour sans connexion, il devrait ressembler à un rendez-vous commun pour semer des petites graines et avoir des répercussions dans l'univers familial. Voilà ce que dit le ministre. Et puis, deuxième annonce d'Emmanuel Macron, il veut intégrer toutes les semaines de la lecture à voix haute en classe. 1 demi-heure, 1 heure, propose-t-il, car ça aide selon lui à mieux comprendre un texte, à prendre confiance en soi également. Marianne, les annonces d'Emmanuel Macron que vous venez d'évoquer, elles ne viennent pas de nulle part parce que le chef de l'État, il a toujours en tête d'interdire les réseaux sociaux notamment. Au moins de 15 ans, tout à fait. Il a d'ailleurs mené une visioconférence hier depuis l'Élysée sur le sujet de la majorité numérique. Étaient présents Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et aussi les dirigeants de 12 pays européens, tous prêts à des restrictions dans leur pays. La France attend d'ailleurs l'avis de la Commission européenne sur le texte qui interdit les réseaux au moins de 15 ans, qui a été voté par les députés, remanié par les sénateurs. Réponse d'ici 3 mois. Et pour aller justement, Marianne, parce que vous restez à mes côtés, plus loin sur la bataille du président, plus de lecture, moins d'écran, vous l'aurez bien compris. On sent un prof de littérature, écrivain également. Bonjour Boris Marne, soyez le bienvenu. Bonjour. Écrivain, professeur de lettres au lycée Jean Monnet à Francoville, auteur de L'oublié. C'est le livre que vous avez écrit, monsieur, sur ces annonces du chef de l'État. Bon, on imagine que cette bataille, c'est aussi votre quotidien. Exactement, oui, sur la lecture et puis la déconnexion. Comment vous
vous percevez ces annonces? Vous les partagez? Vous pensez qu'on est sur une bonne voie, le tout légiférer? Ce sont toujours des bonnes annonces, mais après, ce qui est compliqué, c'est la mise en application. Par exemple, le téléphone qui est interdit au collège, je pense que mes collègues de collège luttent encore, et nous, au lycée, on est vraiment envahis aussi par ces téléphones portables. Donc, c'est vraiment comment on met en place des mesures pour vraiment déconnecter. Alors, une journée par mois, pourquoi pas, mais il faudrait que toute la société, en fait, s'y mette. Voilà, il faudrait que ça soit un projet de société. Et après, voilà, à voir comment, mais ce qui serait bien, c'est surtout que l'école puisse être vraiment un endroit où on déconnecte véritablement. Et c'est vrai que les élèves ont tout le temps leur téléphone. Alors, nous, en classe, on lutte beaucoup pour essayer justement de ils sont en classe, ils prennent leur téléphone, ils vous écoutent pas, ils envoient des textos. Alors, ça peut arriver, oui. Et vraiment? donc, voilà, non, c'est interdit en classe, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de liberté. Ou alors, ils font deux choses en même temps. Ils écoutent le cours et puis ils vont regarder un message. Donc voilà, donc on y travaille beaucoup, mais c'est vrai qu'on manque un peu de moyens pour lutter contre ça, et pour cette déconnexion. Donc un jour sans connexion, pourquoi pas? C'est peut-être pas suffisant si je comprends bien ce que vous nous dites. Et la lecture à voix haute, alors est-ce que ça c'est une bonne idée pour leur donner envie? Oui, c'est une bonne idée. Après, on pratique déjà dans notre métier cette lecture à voix haute, à voix basse, ce qui est vraiment important. Alors moi, dans mon expérience, je me bats beaucoup pour la lecture en classe, parce que c'est vrai que si on laisse les élèves lire à la maison, il y en a quelques-uns qui vont vraiment le faire. Alors certains aiment beaucoup lire. D'autres vont obéir en effet à la consigne, mais beaucoup ne lisent pas. Donc j'essaye de privilégier un temps en classe. Ils demandent à ChatGPT de faire un résumé. Aussi, voilà. Et donc ce qui est important, c'est de prendre ce temps en classe. Donc parfois, moi, j'y consacre 1 heure entière, donc de lecture silencieuse, ou alors on lit les textes ensemble, parce que je pense que c'est important que la lecture soit incarnée. Oui, vous avez parlé d'incarnation, oui. Et c'est fondamental. Je me permets de rebondir là-dessus. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les cerveaux de nos ados, mais aussi les nôtres, on doit prendre aussi une toute part de responsabilité, est un peu modifié de par l'utilisation de ces réseaux qui vont très vite? ChatGPT, comme l'a dit Marlène un instant, ces intelligences artificielles. Et Marianne, il faut qu'on soit à chaque fois dans l'instantané. Il faut qu'on ait une réponse très rapide. Donc on n'a presque plus le temps de s'écouter, de débattre. Et c'est vrai que la lecture, on a l'impression qu'on la met de côté. La lecture, c'est une bonne solution. Bon, on est tous un peu pareil aussi. On est pris par nos téléphones, nos écrans, les réseaux sociaux et autres. Après, on lit beaucoup aussi sur le téléphone. Par exemple, on s'informe sur le téléphone. Mais c'est vrai que la lecture de livres, la lecture posée, qu'elle soit silencieuse ou à voix haute en groupe, ça permet de revenir à un temps plus lent. Et c'est vraiment important. Et je pense que pour les cerveaux des jeunes d'aujourd'hui, c'est bien. Pour les restructurer. Exactement. Et puis prendre le temps de se poser, de ne pas zapper en permanence. C'est vrai qu'ils ont un niveau de concentration aujourd'hui qui est bien plus limité, même s'ils sont capables de concentration. Hein, mais c'est vrai que la lecture leur apprend aussi de nouveau à se poser davantage. Voilà. Oui, mais sauf qu'ils ne le font pas vraiment. D'ailleurs, on va regarder ce sondage Ipsos qui est sorti, demandé par le Centre national du livre à l'occasion du Festival du livre qui a lieu ce week-end à Paris. Les ados passent en moyenne 3 heures et 1 minute chaque jour sur les écrans, 10 fois plus qu'à lire, 18 minutes par jour. Et un tiers des 16-19 ans ne lit plus du tout. C'est Donc, énorme. Pourquoi? Comment on explique ça? Ils ont la flemme, ils n'ont pas le cerveau, ils n'ont pas envie de se concentrer. Je pense que ce sondage est à l'image de toute la société, parce que quand vous posez la question aux adultes aussi, ils vous disent bon, j'ai le temps de lire un peu en vacances, mais sinon c'est beaucoup d'écrans. Alors certains lisent sur leurs écrans, mais donc je pense que c'est plus un projet global de société. Ce serait intéressant de voir, Marianne, vous me dites ou pas, si dans ce sondage est comptabilisé le temps de lecture sur les écrans. Ouais, ça, je ne le sais pas. Parce que c'est une question qu'on peut légitimement se poser. Vous avez raison, si les usages se transforment, il y a peut-être ce temps de lecture. Aujourd'hui, on peut télécharger un livre, vous savez, sur l'application du téléphone, sur la tablette, bon, on lit, c'est différent. Oui, non, et après, à l'école, c'est vrai qu'on continue, nous, à travailler justement à cette lecture, alors avec des textes à la fois classiques, et puis on essaye aussi de privilégier la littérature contemporaine, et je pense que l'alliance des deux est vraiment importante. Après, le gros problème, c'est que si on ne fait rien pour encourager la lecture, c'est-à-dire mettre en place des dispositifs pour accompagner la lecture, l'adapter aussi aux élèves, c'est-à-dire moi je donne des œuvres de niveaux différents en fonction du profil des lecteurs, j'essaye de varier, parce que sinon on se retrouve dans la situation où les élèves vont acheter le livre, ils vont du coup payer un certain prix, les parents payent et ils ne le lisent pas, ils ne l'ouvrent pas. Et donc vous faites en fonction, vous leur proposez, alors j'imagine qu'il y a des livres imposés, mais sinon vous leur proposez une liste de livres. Oui.
Parce qu'on a un programme, en effet, où on a des œuvres imposées, mais on a aussi, bien sûr, une possibilité de proposer d'autres œuvres, ce qu'on appelle en lecture cursive. Et là, on essaye d'ouvrir sur d'autres champs, de varier et d'investir sur la littérature contemporaine, parce que c'est très, très important. On les accompagne beaucoup dans l'approche des textes traditionnels. Et par contre, dans la littérature contemporaine, ça leur permet justement de... Et c'est ce que disait la présidente du Centre national du livre, qui disait que les ados aujourd'hui ne savaient pas que la plupart des auteurs, en fait, étaient vivants. Oui. Non, mais c'est quand même assez inquiétant. Ils pensent que la littérature, c'est un truc d'écrivain mort. Oui, exactement, oui. Et non, pourtant, on en rit, mais effectivement, ça n'est pas si drôle que cela. Mais tout à l'heure, vous évoquiez le manque de moyens. Est-ce que ça fait partie des moyens dont vous avez besoin? Oui. Jusqu'où pourrait aller le gouvernement? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place qui pourrait vous aider? Je pense que dans ces cas-là, il faut mettre en place des heures de lecture. Ça nécessite peut-être 1 ou 2 heures par semaine où il y a vraiment un temps de lecture. Et c'est pas vous qui pouvez le faire? Alors, ça, on vous peut le avez faire. Alors, nous, on met déjà en place, j'ai beaucoup de collègues aussi qui font les 5 minutes de lecture en entrant en classe. Donc ça marche très très bien aussi. J'ai une collègue de philo qui fait ça, 5 minutes à chaque début de cours. Donc, ils peuvent lire du Kant comme ils peuvent lire un chapitre de roman. Et ensuite, le cours commence à tendance à les apaiser. Donc ça, ce sont des bonnes mesures. 5 minutes. 5 minutes, mais à chaque cours. Donc du coup, ça permet de faire une transition avec l'extérieur. Sinon, oui, avoir des heures de lecture, je pense que c'est important. Et puis, je pense que dès les plus jeunes classes, il faut les accompagner en leur lisant des histoires. Après, je pense aussi qu'il faut encourager les parents à lire des histoires, parce que je sais que moi, parmi mes élèves, certains n'ont jamais eu forcément d'histoire lue étant enfant. Et donc, parfois, voilà, les contes de fées ou autres histoires, ils ne les connaissent pas forcément non plus. Alors, il faut lire à nouveau les contes de fées, même si, bon, on croit ou pas au prince charmant. Oui, bien sûr. Oui, non, ça. Alors après, on peut déconstruire en effet au lycée, mais c'est important qu'à tout âge, on puisse justement avoir des personnes qui lisent. Et je pense aussi que c'est important qu'on leur lise aussi des histoires, parce que quand on lit mieux, parce qu'ils ne sont pas forcément de bons lecteurs pour eux-mêmes. Et moi-même, j'adore quand un comédien va lire un grand texte, il le lira beaucoup mieux que moi. Ça nous permet de faire travailler notre imaginaire. Exactement. C'est cette partie du cerveau qu'on a besoin de stimuler.